Apparemment, on est live. J'attends juste la confirmation d'El Tariq. Donc, Oui, quand je il va. vois qu'il y a en direct. Alors, est-ce que c'est enregistré, Hachi, ou là? Écoute, je pense que c'est enregistré. Je pense que c'est enregistré. Et même. Alors, بلاش نفكر شوية. Je pense que c'est enregistré normalement. Ouais, ouais, c'est enregistré, frère. Super. Ah, de toute façon, LinkedIn, il stocke les lives. J'attends juste Ouais. la confirmation. Ah, je viens de voir IA générative en cours. Ah, ok. Enfin, Donc من là, là. LinkedIn, un message de LinkedIn. Ça, super, excellent. Top, 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 top. Ok. Donc, attends, je vais voir. Ouais. Là, du coup, je pense on peut commencer, hein. C'est bon, les amis. On est en direct. On est en direct et on nous entend. Super, Merci, super. Mehdi. Ah oui, ah, t'as eu confirmation de Mehdi. Alors, ok, donc bonsoir tout le monde. Ce live est censé commencer dans exactement 5 minutes. Il y a des gens qui se sont inscrits avec nous et qui viendront sûrement à 20h30. Du coup, on va réserver ces 4 premières minutes, un petit warm-up, notre entrée en matière, moi ici, Ahmed Chtoui. Voilà, donc moi je pense que je vais commencer direct. Je vais commencer direct à 5 minutes. Vas-y, vas-y. Tu vois, ça fait tellement longtemps qu'on attend le moment. Ça fait combien de temps d'abord qu'on prépare ce sujet, c'est Ahmed? Je pense même le mois de juin, je pense. Le mois de juin, enfin, l'idée a germé depuis le mois de juin, et puis on a commencé à structurer un peu l'idée, mais bon, c'est juste un peu une émanation de toute une ambition. Inch'Allah. Exactement, On va exactement. partager avec nos amis. Moi, je sais très bien que voilà, tu es un grand passionné d'innovation, de créativité, d'efficacité, ou un parcours extraordinaire, Zema, à part le côté RH, dans lequel, tabarakallah, tu as une expérience qui est très, très importante. Tu as été amené aussi à assurer le rôle de DSI dans pas mal d'organisations, ce qui fait de toi un DRH augmenté, Zema, de nature. Et on ne parle même pas d'IA. Merci. Parce que le fait de savoir connecter un petit peu toute la logique métier avec une compréhension des nouvelles technologies ou des systèmes d'information, c'est vraiment très important et c'est un grand atout. Et moi, personnellement, déjà, je te connais depuis un an et demi, plus ou moins. Et j'ai vu la passion que tu as pour le prototypage, voilà, pour l'expérimentation, pour l'innovation. Et c'est ce qui nous a rapprochés. Donc, on avait fait des masterclass l'année dernière sur l'IA. On s'était rencontrés dans ce contexte. Et, alhamdoulilah, Zama, on a bien échangé depuis le temps. Et l'idée qu'on a toujours discuté, Anos Ahmed, c'était comment est-ce qu'on peut disrupter un département de ressources humaines grâce à l'IA. Mais avant de parler de disruption, on parle juste d'amélioration très, très, très minime dans un premier temps. Et bien sûr, si Ahmed, il est convaincu de l'approche de l'augmentation individuelle. Donc déjà, le premier niveau d'impact de l'intelligence artificielle, c'est sur la productivité. Moi, personnellement, franchement, j'oublierai jamais l'année dernière, l'année de mes 36 ans, j'ai rédigé 6 livres. Franchement, je n'ai jamais imaginé de ma vie que j'allais être aussi productif dans quelque chose qui me passionne autant qu'est la rédaction de livres. Et aujourd'hui, donc, je peux vraiment vous affirmer, chère audience, que la création de contenu, déjà, ça, c'est une valeur sûre. Donc, si vous ambitionnez vraiment de développer votre marque personnelle ou votre brand, votre content marketing strategy, ben, l'IA, c'est votre allié, c'est un allié sûr. Et là, je vais, sans plus tarder, présenter Sihmed. Donc, Sihmed Chtoui, donc, qui est un très très bon ami à moi. Mais d'abord, c'est un émiste de la génération, je pense, 1990. C'est aussi l'ex-directeur des ressources humaines, quand même une très très grande boîte au Maroc qui carrément représente, c'est un ambassadeur du Maroc à l'international qui est Cosumar. Et voilà, donc je pense que je vais laisser Sihmed se présenter lui-même avant d'entamer, Inch'Allah, la présentation qu'on vous a préparée aujourd'hui.
Donc, c'est Ahmed, à vous la parole. Merci beaucoup, M. Youssef. En tout cas, moi, je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui sont là et ceux qui vont arriver, bien sûr. On aura l'occasion de partager beaucoup de choses. Alors, merci pour les fleurs. Je pense que tu as épuisé le stock de toutes les fleurs que tu m'as jetées depuis tout à l'heure. Je pense en tout cas, on va essayer de partager modestement notre expérience. Bon, j'ai 34 ans d'expérience. Alors, bien sûr, ces 34 ans, il y a quand même des coups d'accélérateur sur certaines périodes où on apprend énormément de choses. Donc, surtout les 15 dernières années où il y a eu énormément de mouvements et d'évolutions au niveau de l'IT, au niveau des RH. Et j'ai eu l'occasion d'expérimenter, de tester, puis de réaliser certains projets. Et apprendre aussi des échecs, parce que quand on lance des choses, ça ne marche pas tout le temps, parce que on ne met pas les bons ingrédients, ou des fois on est un peu en avance sur les choses qu'on a envie de faire. En tout cas, moi, ce que je voudrais partager déjà d'emblée, c'est le mur psychologique qu'on traîne avec nous, les murs psychologiques qu'on traîne avec nous à chaque fois qu'on touche la technologie. Et là, parce que je ne m'adresse pas aux jeunes, parce que je pense qu'ils ont déjà ça dans l'ADN, mais un peu les quadras et plus, où il y a toujours ce souci de la peur du gadget. Alors qu'aujourd'hui, je pense que le Covid nous a appris énormément de choses, au-delà des méfaits qu'il nous a causés, mais on a appris aussi à vivre dans la distance, à produire dans la distance, à faire du digital et à transformer un peu notre manière de faire, aussi bien pour nous que pour nos enfants. Et donc, les entreprises, elles ont quand même appris énormément de leçons. Et juste après, il y a l'IA qui arrive, alors que bien sûr, elle a existé depuis un bon moment. Moi-même, j'avais touché à ça il y a plus d'une vingtaine d'années. Mais l'IA démocratisée. Donc, c'est ça, au fait, et ça serait dommage de passer à côté, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience internationale qui a fait qu'aujourd'hui, les choses bougent très vite et qu'il faut prendre conscience qu'on doit, bien sûr, avec éthique, avec intégrité, parce que c'est des sujets qui sont assez sensibles, il y a beaucoup d'expérimentation. Et donc, c'est intéressant d'aller tester, innover. Et c'est aussi l'occasion de s'affranchir aussi d'une hégémonie de l'IT. Donc, aujourd'hui, dans les métiers, on peut faire de belles choses, bien sûr, avec le support de l'IT, mais sans avoir cette forte dépendance, parce qu'avant, c'était le code, c'était le développement, c'était des schémas directeurs, c'était des grands projets pharaoniques. Aujourd'hui, on peut faire des tests, on peut faire des expérimentations, et qui peuvent donner des résultats très, très vite. Donc, je suis désolé, c'était ma présentation et surtout ma façon de voir les choses. Donc, voilà, un peu rapidement, et puis on revient à Youssef pour qu'on puisse avancer sur le sujet. Absolument en phase. Donc moi, sans plus tarder, je vais présenter un petit peu mon écran. Donc, dans le but de ce webinaire, on a préparé une petite cinquantaine de slides qu'on va partager avec vous. Donc, la fin de ce webinaire, donc les personnes qui se sont enregistrées sur le formulaire LinkedIn, vous allez tous recevoir, Inch'Allah, le document en début de semaine prochaine. Et sans plus tarder, je partage mon écran. Alors, share screen. OK. Alors, donc, Naya, comme j'ai dit, c'est une présentation de Si Ahmed. Voilà. On peut passer. On peut passer. Par contre, moi, je vais pas passer inaperçu parce qu'il y a tout un film autour de ce slide. Je voulais juste faire une dédicace à mon chien Kété. Parce que l'histoire derrière, c'est que hier mon équipe, en préparant la présentation d'aujourd'hui, ils m'ont offert un gâteau avec un petit message sympa. La petite anecdote, c'est que quand j'étais à Jeddah, il y a quelques mois, et je voulais rentrer au Maroc, j'avais pris une bouteille d'eau d'El Zemzem, et les personnes, quand elles veulent envoyer Zemzem avec l'avion, se mettent le circuit qui est à part. Et en même temps, ils écrivent le nom du propriétaire. Moi, tout simplement, j'avais écrit Abou Kété. Et mon équipe, ils m'ont préparé un gâteau d'anniversaire avec Abou Kété hier. Donc, ce qui m'a inspiré à mettre le père de Kété aujourd'hui. Et donc, je suis très, très heureux d'être parmi vous, chère audience. Alors, pour ce webinaire, donc, l'idée en général, c'est de vous montrer un petit peu notre approche
donc qui vise à transformer le département des ressources humaines grâce à l'intelligence artificielle. On va également parcourir quelques outils AI en voyant des cas pratiques, des usages de tous les jours, mais des usages aussi qui sont orientés métier, orientés RH. On parlera également de use case pratiques qu'on a préparés dans le cadre de ce webinaire. Et puis voilà, donc on va aussi visiter en fait les fonctions du département des ressources humaines et comment chaque fonction elle est impactée par le RH. Alors, une petite introduction quand même pour le warm-up. Je pense que tout le monde aujourd'hui est averti donc, sur l'avènement de l'intelligence artificielle générative et comme quoi on est en train de vivre une 4e révolution qui vient après celle de l'information, celle de l'électricité ou bien de la vapeur il y a quelques siècles. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, je vais commencer à poser des questions à Si Ahmed, donc juste pour rendre la présentation interactive. Si Ahmed, que pensez-vous des performances des modèles GPT? Donc, on a juste recensé un petit peu les résultats, différents examens, GPT 3.5 et GPT 4 en vert. Par contre, alors, je vais juste enlever l'animation, ça ne montre pas bien le slide. Que pensez-vous aussi, Ahmed, de les performances? Est-ce que vous avez eu l'occasion de vraiment challenger la technologie GPT dans des use cases réels? Et voilà, un petit commentaire sur ce slide. Écoute, mais je vais parler de ma propre expérience, parce que moi, je ne représente ni Gartner, ni autre structure, mais par contre, moi-même, j'étais au début un peu, en fait, j'ai découvert le produit avec beaucoup d'appréhension. C'était avec ChatGPT 3, donc et j'ai essayé un petit peu de toucher le sujet. Puis après, ChatGPT 4, il est arrivé. Et alors, en fait, ce qui est intéressant dans ce sujet-là, et certains experts, c'est en fait, ChatGPT, c'est un assistant intelligent qui a énormément de données sur lequel on peut se greffer pour aller chercher des informations. Mais ce qui est important, c'est cette capacité de poser vraiment son problème. C'est de poser les questions. Parce que quand bien même dans la vie réelle, on a des gens qui sont intelligents à nos côtés, mais si on ne sait pas identifier nos vrais problèmes et bien les poser, très rarement on a les bonnes réponses. Ou bien c'est des réponses inachevées ou erronées. Donc c'est le point vraiment sur lequel je veux mettre un peu l'accent, c'est cette capacité d'apprendre d'abord à identifier son problème, parce que généralement les problèmes ils sont assez complexes, donc il faut savoir comme on dit nous, les saucissonner, donc les éclater en petits problèmes, garder une cohérence, et puis essayer de poser des questions pour pouvoir avoir les réponses d'une manière progressive et faire des itérations pour s'assurer de la finesse des réponses. Donc ça, c'est un élément très important. C'est un peu l'enseignement que j'ai tiré durant un peu plus d'une année en exploitant l'outil. Alors maintenant, après, l'appétit vient en mangeant. Donc moi-même, je touche au-delà des RH. Je suis appelé à répondre à des questions, à creuser sur certains sujets. Et j'en fais mon assistante ou mon assistant. Ouais. Donc, et je le revendique naturellement. Maintenant, parce qu'en fait, les gens, c'est ça en fait le problème, c'est l'idée de dire tout le monde utilise ChatGPT mais en cachette parce que on utilise quelque chose pour avoir un peu de l'avance sur les autres. Maintenant, ce qui est important, c'est de pouvoir l'annoncer, l'assumer et essayer de l'utiliser avec beaucoup d'éthique et beaucoup de prudence, parce que faut pas oublier que ChatGPT ou tout ce qui est intelligence artificielle générative, elle fait aujourd'hui l'objet de beaucoup de discussions et beaucoup de travaux pour légiférer sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a encore un sujet d'éthique et de confidentialité et tout ça. Donc ça, c'est les points sur lesquels je voudrais mettre un peu l'accent, et on pourrait en discuter après s'il y a des questions de la part de l'auditoire. Voilà. Mon feedback sur le graphe, c'est que franchement, d'un point de vue génération de texte, c'est parfait. Si on lui donne le bon contexte, ça va chercher les bonnes sources et faire en sorte, selon notre prompt, selon la qualité de nos instructions,
de nous fournir une réponse qui est adaptée à nos attentes. Mais d'un point de vue logique, l'intelligence naturelle, c'est très, très éloigné. Si l'utilisateur ne sait pas comment bien le manier, si l'utilisateur manque de créativité, si l'utilisateur manque de capacité justement de problem solving, ben, on ne va pas ressentir un gradient, on ne va pas ressentir vraiment une différence, peut-être un gain de productivité pour la rédaction des emails ou bien les tâches assez simples, mais les tâches complexes, si on a cette capacité-là à les simplifier, là, on peut vraiment bien tirer profit de la puissance de ChatGPT. Alors, je vais passer à un deuxième graphe, ici, qui montre un petit peu l'impact de l'intelligence artificielle sur différentes professions, différents secteurs d'activité. Un petit commentaire peut-être, Ahmed. Donc, rapidement. Ça, c'est la source, c'est PricewaterhouseCoopers, c'est PwC. Voilà. Écoute, on voit que les choses bougent d'une manière impressionnante. Alors, c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont un peu plus en avance que les autres. Alors, encore une fois, ça, c'est animé par l'esprit d'innovation et les vrais besoins, notamment dans la santé, dans tout ce qui est recherche scientifique. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi du business derrière tout ça. Donc, généralement, il y a les deux. Il y a la maturité de certains métiers pour absorber l'IA. Et puis, il y a aussi le potentiel en termes de business. Allô? Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Un instant, t'entends très bien. Super, d'accord. Ok, ben, Voilà, je vais donc passer. voilà un petit peu l'idée. Un petit commentaire rapidement. On voit que le secteur le plus impacté, c'est celui de la santé. Et celui le moins impacté, apparemment, c'est celui de manufacturing. Bon, de toute façon, on aura le temps de bien analyser tout ça par la suite. Ok, on a une petite idée un petit peu comme quoi il n'y a pas uniquement ChatGPT ou bien les solutions de OpenAI, mais aujourd'hui, il y a tout un écosystème donc, qui exploite l'intelligence artificielle générative, que ce soit des outils multipurpose, donc qui servent un petit peu comme des couteaux suisses, de la génération d'images, celle du texte, celle de la vidéo, comme Runway. Donc Runway, ça génère des vidéos, des images, de l'audio. Bref, on a une panoplie d'outils. Et les outils qu'on vous a mis ici, en fait, je peux vous dire personnellement que ceux que je vois le plus souvent sur le marché, on peut voir Meta AI, donc tout ce qui est Llama, qui est le LLM local le plus utilisé sur le marché aujourd'hui, si je ne me trompe. Il y a aussi, bien sûr, la solution française qui s'appelle Mistral. OpenAI, ça ne me sert même pas à grand-chose de le citer, de le mentionner, tout le monde est au courant. Et il y a la solution Anthropic, donc Claudie, qui s'avère très, très efficace aussi comme solution de AI générative pour entreprise. Donc, je vais passer tout simplement au slide suivant, GPT et la productivité. Ici, il y a des rapports de BCG et de Harvard donc, qui mentionnent qu'aujourd'hui, grâce à GPT, on peut constater notamment plus ou moins 12% de tâches qui sont réalisées en plus, avec une vitesse donc, de 25% supplémentaire. Et en général, un travail 40% supérieur en qualité pour les travailleurs qui utilisent l'IA. Bon, un petit slide ici sur l'impact de l'IA sur le métier des développeurs informatiques. On voit ici l'usage de Stack Overflow qui s'est écroulé de 50% l'année dernière à cause de ChatGPT. Alors, on va arrêter de parler de généralité. On va passer maintenant au cœur du sujet, l'impact de l'IA dans les RH. Alors, on va laisser Ahmed nous expliquer un petit peu l'impact de l'IA sur les RH, en commençant par la gestion des ressources humaines. Moi, je pense que s'il y a un auditoire aujourd'hui issu du milieu des RH, je pense qu'ils vont se retrouver. Et je pense aussi même les autres métiers, parce que si on n'est pas RH, on est collaborateur, donc on est sujet à interagir avec tous ces sous-processus. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et expérience concrète le prouve, c'est que l'IA peut toucher tous les processus RH. Bien sûr, avec une certaine échelle, mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut toucher aussi bien les processus très opérationnels comme les processus stratégiques, notamment tout ce qui est gestion de carrière,
tout ce qui est alignement stratégique des objectifs d'entreprise avec ceux des collaborateurs à tous les niveaux de l'entreprise. Et donc, voilà, donc, on parle d'abord depuis le début, parce que c'est un peu le cycle du collaborateur dans l'entreprise, depuis sa recherche d'emploi, en passant par son recrutement, et après son intégration, qui est un élément aujourd'hui qui passe un peu dans l'ordre, qui est très très important, et puis avec son développement de sa carrière, et sa formation, sa vie dans l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, une vie dans l'entreprise, parce que je pense que les entreprises aujourd'hui, on ne vit pas que dans les murs. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le télétravail, il y a beaucoup de choses qui arrivent, et aujourd'hui, la vie de l'entreprise et le bien-être, elle a besoin aussi elle est touchée par tout ce qui est digital et d'une manière naturelle, l'intelligence artificielle. Alors, il y a aussi l'administration des ressources humaines, qui est un sujet qui est, par expérience en tant que directeur des ressources humaines, c'est un sujet qui est là, que tout le monde vit dans la douleur, parce que c'est un peu le sujet de tout ce qui est traitement quotidien, hebdomadaire, les absences, la paie, la gestion des dossiers du personnel. Et c'est là où il y a beaucoup d'énergie qui se perd, beaucoup de mobilisation de ressources, alors qu'aujourd'hui, avec le digital en premier lieu, et puis l'intelligence artificielle, il y a un apport énorme en optimisation, aussi bien au niveau de la gestion des flux, que dans l'exploitation des données avec l'intelligence artificielle. Alors, il y a aussi des sujets qui sont généralement très peu touchés, où il y avait des difficultés à les déployer, notamment la culture d'entreprise. Et quand culture d'entreprise, adhésion aux valeurs, ça peut être aussi un sujet qui peut être touché par l'intelligence artificielle. On verra tout à l'heure quelques exemples. Là, je passe rapidement. Donc, l'évolution, la mobilité, la succession. Donc, okay. Vas-y, tu peux y aller, comme ça on peut discuter dans le détail. Go. Voilà, donc, alors c'est un petit peu, je ne sais pas si vous arrivez à voir la police, mais je pense que vous avez peut-être la capacité d'agrandir, s'il le faut. On a essayé un petit peu de ne pas faire une présentation éphémère, mais qui peut être utilisée aussi après, une fois on aura terminé le webinaire, parce qu'on va la partager avec vous. Donc, ça peut être aussi un support de réflexion. Donc, la partie recrutement, c'est un élément très, très important. Pardon, juste, je vais agrandir parce que moi, j'ai du mal à... Ah, tu veux que j'agrandisse? S'il te plaît. Voilà. C'est bon, merci. C'est bon, merci. Donc, c'est un élément. Il y a beaucoup d'éléments. Alors, bien sûr, vous nous pardonnerez le manque d'exhaustivité parce que le sujet, il est très, très large. Mais j'ai essayé de prendre avec Youssef les choses qui nous ont semblé les plus importantes sur lesquelles l'IA peut avoir de l'impact. Le champ de possible, il est on va dire, il n'est pas infini, mais il est énorme. Il est énorme en termes d'exploitation. Parce que ça part de la capacité de générer des fiches de poste, de pouvoir générer aussi des job descriptions pour pouvoir les publier, pour attirer les candidats. Et puis, comment quand on reçoit les CV en masse, comment pouvoir stocker ces CV, pouvoir les analyser, les scorer. Et puis, on verra tout à l'heure avec Youssef comment aussi automatiser ce processus pour pouvoir acheminer les bons CV aux bonnes personnes pour prendre la décision. Tout ça, c'est des éléments qui sont aujourd'hui faisables au niveau de la gestion de tout ce qui est recrutement. Au niveau de la gestion de l'administration des ressources humaines, aujourd'hui, il y a l'optimisation déjà des flux de travail RH. On peut faire agir l'intelligence artificielle avec, bien sûr, du digital. Mais on peut mettre en place aussi, si on est en avance, des systèmes intelligents de suivi du temps et des présences et faire des analyses fines avec surtout l'historique pour pouvoir ressortir un peu le comportement des collaborateurs et puis réagir en temps réel par rapport à des tendances. Ça peut être des tendances géographiques, ça peut être des tendances par catégorie. Tout ça, ça peut se faire en s'appuyant sur de l'intelligence artificielle. Absolument. Il y a un use case qu'on va vous présenter tout à l'heure qui parle de loyauté, de fidélisation des employés.
Donc, qui se base tout simplement sur l'historique des employés qui sont restés longtemps dans l'entreprise ou bien ceux qui ont quitté. Ça s'appelle le attrition. Et grâce au machine learning, justement, on peut prédire justement qui sont les personnes qui vont quitter selon leur comportement. Et comme vous savez, le fait qu'un employé quitte une boîte, ça a un énorme coût. Et donc, on peut, en tant que RH, réagir de manière proactive de sorte à fidéliser ces personnes-là. Donc là, je vais passer, je pense, au slide d'après, si Ahmed, comme ça, on ne va pas D'accord. s'attarder. Alors, juste un petit point, parce que l'administration des ressources humaines, je pense que c'est un sujet qui est un peu gris dans les ressources humaines. Il y a des sujets qui sont intéressants. Par exemple, quand on traite beaucoup de dossiers du personnel, quand on fait des recrutements de masse, notamment dans les boîtes, je donnerai exemple, tout ce qui est centre d'appel ou autre, et on gère un flux important. Et des fois, on a besoin de s'assurer que les dossiers du personnel sont complets. L'intelligence artificielle, elle peut s'assurer, en lui donnant un modèle, d'aller chercher des fois des petites informations qui sont incomplètes et nous sortir un peu les dossiers sur lesquels il n'y a pas l'adresse, il n'y a pas l'adresse, il n'y a pas la CIN. Vous voyez, c'est des petites choses qui sont des fois qui peuvent paraître simples, mais quand on a anodine, mais quand on a du volume, personne ne va refuser une aide et d'une manière structurée. Alors aussi, il y a aussi des fois, on a des éléments importants à communiquer au personnel, où il y a des questionnements aussi de la part du personnel, des collaborateurs auprès de l'administration des ressources humaines. Et c'est intéressant d'avoir aussi, par exemple, une capacité de dire, j'ai une centaine de questions qui reviennent très souvent, je mets en place un chatbot qui peut répondre, ou bien en textuel ou avec de la voix, pour le personnel, surtout pour les nouvelles recrues. Donc ça aussi, c'est un élément qui est très important. Et aujourd'hui, ce n'est pas de la fiction, c'est des choses qui se font. Je pense que quand on cherche dans la presse, on voit des choses qui existent. Aujourd'hui, au niveau du Maroc, avec des compétences marocaines, on peut faire ça. Donc, au niveau de l'intégration aussi, donc, la même chose, si tu peux agrandir, s'il te plaît, comme ça, je peux détailler. Je suis désolé, hein. C'est la différence entre... Donc là, on est à un niveau un peu plus élaboré, c'est de pouvoir adapter des contenus de formation basés sur la performance des stagiaires, donc tout ce qui est gestion des stagiaires, analyser les données d'engagement. On parle de voir un petit peu le mentoring en faisant un peu, l'IA peut faire du matching entre les mentors et les mentorés par rapport au centre d'intérêt. Donc, ça peut être des choses intéressantes. Alors, aussi de l'assistance, comme je disais tout à l'heure, 7 sur 7, 24 sur 24. Comme vous le savez, aujourd'hui, les gens, ils travaillent chez eux, ils travaillent le week-end, ils ont besoin d'être informés. Et c'est très intéressant de pouvoir offrir cette assistance sans avoir à mobiliser des ressources. C'est juste un chatbot qui peut donner des informations. Donc, ça, c'est aussi, on voit aussi ici une génération de guides multimédia interactifs. C'est des choses aujourd'hui, avant qui demandaient du temps, qui demandaient de mobilisation, de ressources des prestataires. Aujourd'hui, on verra tout à l'heure comment une gouvernance en interne peut s'installer pour pouvoir réaliser toutes ces fonctionnalités. Tu peux avancer, si Youssef. Merci beaucoup. Bien sûr. Alors ici, on parle de développement et gestion des talents. Alors ça, c'est un sujet très stratégique. Et ça, c'est un exercice que j'ai réalisé pour certains comptes, parce que généralement, aujourd'hui, on a une dilution, une déperdition entre la stratégie et les objectifs de l'entreprise et sa déclinaison auprès de tous les collaborateurs. Et donc, c'est un exercice qui n'est pas simple, je l'avoue, parce que la compréhension se dilue, et puis et avec de l'IA, on peut faire des choses très intéressantes. C'est que déjà, elle nous permet de structurer les objectifs avec des critères SMART. Donc, en nous disant, voilà, il y a un manque de cohérence sur ce niveau-là. Donc, déjà, au niveau des objectifs stratégiques. Et puis après, elle s'assure qu'une fois c'est décliné par les managers, de toujours faire le rapprochement avec les objectifs stratégiques et s'assurer qu'il y ait une cohérence. Donc, vous voyez un peu l'exercice qui est très, très, très difficile de réaliser avec juste de l'intelligence humaine, quand bien même on met du collaboratif avec. Donc voilà un peu Alors après, on peut aller sur des choses beaucoup plus élaborées, tout ce qui est prédictif et tout ça. Donc, si tu peux juste revenir, s'il te plaît, parce que les choses, c'est un sujet qui est très important. Donc, alors aussi, il
il y a tout ce qui est gestion des talents, parce qu'aujourd'hui, on a oublié de parler d'une chose, c'est que l'intelligence artificielle, elle se base sur la capacité de l'entreprise à avoir des données et à alimenter les données. Parce que l'intelligence artificielle, ben, c'est comme nous. Si on n'a pas de données, on ne peut pas construire un processus de décision fiable et qui atteint les objectifs. Donc, c'est important aussi de dire que derrière, il y a un effort à faire euh, d'introduire le maximum de données, parce que gérer des talents, c'est gérer des réalisations, c'est gérer des évaluations, c'est les historiser. D'accord? Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de gérer des choses d'une manière structurée, on va dire, sur des fichiers, c'est qu'on peut utiliser aussi bien le textuel que la vidéo, que d'autres éléments pour pouvoir exploiter tout ça avec l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un élément très, très important qu'il faut rajouter aussi, c'est on est dédouané du format. Aujourd'hui, on a multi-formats sur lesquels on peut utiliser. Donc voilà un peu. Je pense qu'on ne va pas pouvoir nous étaler énormément sur le sujet, mais on va rester à votre disposition après pour s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez creuser en one-to-one. Ah, si, franchement, il y a beaucoup de, beaucoup de Exact. contenu sur, Exact, voilà. exact, Donc, exact. on va peut-être rajouter un autre slide, peut-être celui-là. Je vais le casser, Ahmed. D'accord. Alors ça, c'est un élément intéressant parce qu'il y a deux sujets. Alors la culture d'entreprise, aujourd'hui, les attentes des collaborateurs sont beaucoup plus fortes que ceux d'avant. On ne rentre pas dans une entreprise que pour un salaire, c'est très important, que pour confirmer ses compétences qu'on a appris à l'école, l'université ou par rapport à une expérience antécédente, mais parce qu'on veut faire partie d'une structure avec un sentiment d'appartenance, qui correspond à nos valeurs et où les projets coïncident, ceux de l'entreprise coïncident avec ceux des collaborateurs. Et cet élément-là, il est très, très important. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut participer aussi. Bien sûr, il faut mettre les ingrédients parce que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va créer la culture d'entreprise. Il faut que l'entreprise ait ses valeurs, qu'elle les assume à travers des comportements. Il faut qu'il y ait une animation de cette culture d'entreprise. Mais l'IA peut apporter de l'innovation, de la scalabilité. Quand on dit scalabilité, c'est de pouvoir élargir au maximum et toucher le maximum de collaborateurs avec du digital et de l'intelligence artificielle. Et aussi pouvoir gérer toutes les données qui ressortent de ce que respire l'entreprise. En fait, Notamment dans j'aimerais bien intervenir rapidement, faire le point. Personnellement, moi, je trouvais beaucoup de mal. En tant que chef d'entreprise, en serial entrepreneur, j'étais habitué à onboarder des personnes sur la base des processus euh, qui sont appliqués dans mes entreprises. Par contre, les valeurs, la culture d'entreprise, ce genre de choses, c'était pas forcément structuré. Ça me posait un petit peu de mal parce qu'il s'avérait qu'après quelques semaines ou là, après quelques mois, on n'était pas vraiment en phase, moi et les personnes que je recrutais. Et donc, dernièrement, grâce à l'IA générative, j'ai pu rédiger mon livre personnel qui s'appelle Serial Failurepreneur. Et aujourd'hui, l'un des process d'intégration que je fais au sein de mon entreprise personnelle, c'est tout simplement de lire le livre pour comprendre un petit peu la mentalité du fondateur. Et une fois que le livre il est lu, là, j'aurais plus besoin d'expliquer mon mindset ou bien mes réflexes à mes collaborateurs. Ce sera quelque chose d'acquis. Et donc, en fait, l'une des idées les plus intéressantes que j'aimerais susciter, que j'aimerais mentionner sur ce slide, c'est peut-être que pourquoi ne pas utiliser la Gen AI pour rédiger des livres en fait qui racontent les histoires des entreprises, comment elles ont été fondées, c'est quoi le mindset qui a permis aux entrepreneurs ou bien aux premières équipes de l'entreprise de réussir leur premier challenge. Et ça, c'est inspirant et ça permet vraiment de souder une sorte de fidélité avec ses collaborateurs. Donc, je te recède la parole ici, Ahmed. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que c'est un point qui est cité dans la présentation quand on parle de la valorisation de la mémoire de l'entreprise. Alors, peu importe, on n'a pas besoin d'avoir 100 ans pour avoir de la mémoire. Aujourd'hui, les entreprises, elles peuvent créer beaucoup de mémoire en un temps très court. Et donc, quand une personne arrive, généralement, cette mémoire, elle est dispersée dans l'esprit des gens, dans les managers,
Et des fois même, elle est un peu tordue, parce que chacun, il l'interprète à sa manière. Comme tu as dit, aujourd'hui, on peut reconstituer ces moments historiques à travers des choses factuelles, structurées, accessibles. Donc, c'est là où on parle de livres, de e-books, mais qui soient disponibles dans une librairie virtuelle, dans un réseau social de l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, c'est des choses qui sont très intéressantes et on peut constituer des forums autour de ça pour que les gens puissent encore donner de leur avis et inciter aussi les nouveaux venus de faire partie de cette histoire et de créer la mémoire aussi de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Une fois on met en place les structures, on met en place la gouvernance, les choses peuvent se faire très, très vite. Mais à condition d'y aller avec une priorisation et surtout choisir des initiatives qui ont de l'impact et qui sont simples à réaliser. En fait, je pense que cette présentation regorge de cas pratiques de l'intelligence artificielle dans le monde des RH. Comme nous vous l'avions annoncé au début du webinaire, vous allez recevoir ces supports et vous aurez le temps de bien examiner chacune des opportunités offertes aujourd'hui par l'IA. Donc, Ahmed, je vais passer à la rubrique suivante. Alors, les AI tools, on va dire, aujourd'hui, qui deviennent de plus en plus populaires, qui nous servent aujourd'hui dans notre productivité quotidienne. On va parler un petit peu d'outils généralistes et on a l'habitude de le faire généralement quand on parle d'IA générative pour les professions, quelles que soient les professions. Mais on aura aussi une rubrique dédiée aux outils AI pour les RH, donc restez parmi nous. Premier outil, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'utiliser Ahmed HeyGen. Très rarement. Moi, je suis sur deux ou trois outils, mais je découvre au fur et à mesure. Donc, même dans la préparation de ce webinaire, j'ai découvert des choses. Donc, c'est tous les jours, quoi. Exactement. Alors, en fait, HeyGen, ça permet tout simplement de se dupliquer dans un avatar digital. Pour parler un petit peu le langage des ressources humaines, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un studio pour enregistrer des vidéos de formation de haute qualité. Il suffit juste de capturer 1 minute, voire 2 minutes du formateur, et puis de bien se focaliser sur le contenu de cette formation, sur le script, sur l'expérience, et de déléguer tout ça à HeyGen qui va se charger de simuler tout ce travail en fait. Et je vais vous montrer un petit exemple ici. Ça, c'était une vidéo que j'ai générée en mode deepfake sur moi-même. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, vous voyez à quel point c'est réaliste. Et le premier use case vraiment à expérimenter, c'est les formations en ligne. Et on l'a vraiment fait l'année dernière dans le cadre de l'un de nos projets. Alors, deuxième outil, je ne sais pas si tu es habitué à utiliser, c'est Ahmed, Gamma AI. Non, je n'utilise pas, sincèrement. Alors, Gamma, franchement, je vous le recommande. Ça ne sera pas une perte de temps. Vous partez sur Google, Gamma, espace AI, et vous tomberez sur cet outil qui est une très belle alternative à PowerPoint. Ça va vous permettre de créer des présentations vraiment hautes en couleurs, très très bien stylées, très bien designées, à partir de quelques prompts et de les configurer sur la base de nombreux templates qui existent dans la base de données de l'outil. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Copilot, alors aujourd'hui, il est en train de prendre de plus en plus d'espace dans le marché. C'est l'intelligence artificielle qui est imbriquée dans les outils Microsoft, qu'on peut retrouver sur Word, sur Excel, sur PowerPoint. Voilà, donc je vous laisse imaginer un petit peu le champ du possible. Perplexity, j'en parle rapidement. C'est un outil très intéressant qui permet de faire des benchmarks en ligne. Donc, c'est un outil gratuit. Et vous avez aussi une API pour Perplexity si vous voulez créer des workflows augmentés par l'IA. Donc, par exemple, moi, j'utilise Perplexity pour faire le screening, on va dire la due diligence, donc des clients, des partenaires ou bien des futurs collaborateurs sur Futurate. Je ne sais pas si, Ahmed, est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser Perplexity? Non plus. Ok. De toute façon, on est complémentaires. Ne vous en faites pas. Bon, idéogramme rapidement, c'est pour la création de logos. Et pour parler de manière plus concrète sur le sujet du webinaire,
Ben, dernier outil, Orscope, c'est Eleven Labs. Ça permet de synthétiser de la voix off. Ça peut même cloner votre propre voix. En tant que RH, vous pouvez vous amuser à créer un podcast interne donc pour l'entreprise, un podcast hebdomadaire. Donc la génération de contenu par ChatGPT et tout ce qui est génération de voix off par Eleven Labs. All right. Je vais passer à un autre outil. Avant de passer aux outils RH, donc si vous voulez avoir une idée d'une curation de 50 outils que nous vous avons concoctés pour ce webinaire, ben, il vous suffit tout simplement de scanner ce code QR maintenant pour obtenir cet e-book. Et sinon, ben, si vous êtes paresseux, ben, vous l'aurez, vous allez recevoir la semaine prochaine. Alors, l'outil que je vais présenter maintenant, c'est un outil très Tu peux laisser quelques secondes oui. pour le QR code. Bien sûr. Comme bien ça, sûr. tu as le temps de respirer un peu. Je suis habitué à ce Ok. Ben, on va donner un petit moment. Ok. Donc, je vais passer. Il y a un outil en fait qui est très intéressant à Ahmed. Je t'en ai parlé, je pense, ce matin ou hier. Oui. Il s'appelle Crystal Nose. Et on va faire un petit usage de Crystal Nose en direct maintenant. Donc, vous aussi pour voir comment ça marche. Donc, c'est une extension sur Google Chrome. Ben, on va juste partir sur Crystal Nose au niveau de Google, appuyer sur le bouton Add to Chrome. Et ici, on va appuyer sur le bouton, encore une fois, Ajouter à Google Chrome. Ajouter l'extension. OK. Ben, je vais devoir apparemment créer un compte. Je ne pense pas que je prendrai le temps de le faire aujourd'hui, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi sert l'outil. Donc, si vous êtes au niveau de LinkedIn, donc quand vous allez naviguer un profil, franchement, je vais tenter de m'inscrire rapidement, pas de souci. Alors, juste pour montrer un petit peu le cas d'usage, parce que c'est un outil très, très intéressant. OK. Accepter, enregistrer, Youssef, voilà, bon, Morocco, on y est. Next. Okay, let's build your personal profile. There is two ways to get started. Take a personality assessment or predict yourself on LinkedIn. Ici, je vais juste partager avec l'outil mon compte personnel. Et vous allez voir que l'outil, il permet d'analyser la personnalité en fait. Donc, si je vais dire que je vais utiliser Crystal Nose pour gérer mon équipe, on va voir les détails de ma personnalité qui se rapportent à cette mission, donc la gestion d'équipe. Ici, on va dire que Youssef tends to be results focused and likely thrives in a fast-paced environment, ambitious, determined, confident. Qu'en penses-tu, Ahmed? C'est correct ou pas par rapport aux prédictions de Crystal Nose? Je ne sais pas qui est gentil, c'est LinkedIn ou Crystal, mais bon. En fait, ce qui est intéressant, à part d'avoir une idée sur son propre profil, c'est surtout d'analyser en fait des profils sur LinkedIn. Donc, si je parle sur Ahmed Chtoui, par exemple, Ahmed Chtoui. Ah, mon Dieu. On va trouver ici, alors, View Full Profile, on va trouver View Personality, d'accord? Est-ce que j'appuie ou pas, Ahmed? J'appuie? Vas-y, on n'a rien à cacher. On va voir ça. Okay. Ça, tu ne me l'avais pas dit. Écoute, on n'est jamais à l'abri des surprises avec moi. Alors, il semble que you have 5 profiles left to build your personal profile. Bon. Il a fait l'analyse du profil, en tout cas. Spontaneous, bold, dynamic, be casual and fast paced. En fait, il va nous donner ici des conseils sur la manière de parler à Ahmed. Crystal me recommande d'être casual, fast-paced in your communication while emphasizing future opportunities. Donc, adopter un style assez simple, assez casuel et être orienté résultat. Donc, ne pas trop parler, fast-paced,
être pragmatique. C'est ça le conseil de Crystal Knows. Qu'est-ce qu'il me recommande de faire? De me focaliser sur des choses high level, donc sur des résumés high level, plutôt que de rentrer trop dans les détails ou bien dans des questions spécifiques, et de parler avec une grande énergie pour répondre aux questions directement. Bon, apparemment, je le fais naturellement, si Ahmed. J'ai pas eu besoin de consulter Crystal Knows, mais je recommande vraiment aux personnes qui sont présentes parmi nous d'utiliser l'outil Hada. Donc, soit pour profiler vos cibles, donc vos leads, ça permet de savoir un petit peu quelle tonalité ou quel style de communication est le mieux adapté afin d'entamer une conversation avec un profil sur LinkedIn, même pour les recruteurs en fait. Donc, le champ du possible est assez élevé avec Crystal Knows. Et pour le passage, c'est l'un des outils favoris de Mohamed Najem. D'ailleurs, c'est lui qui me l'a fait découvrir il y a quelques mois. Alors, retournons alors sur d'autres outils. Dans le cadre de la présentation, on a aussi benchmarké un outil qui s'appelle Praisevideo. Donc, ça permet d'éclairer un petit peu les décisions des DRH par les données. Donc, c'est un outil AI qui se base sur la data pour vous donner des recommandations sur la gestion de votre département de ressources humaines. Et ici, un outil qui s'appelle HireView qui permet, comme son nom l'indique, de mieux faire donc son hiring grâce à l'IA. Alors, on va parler un petit peu de prompting. C'est Ahmed, je pense que c'est la première des choses que tu avais abordées lors du webinaire. Donc, les problèmes complexes, il faut savoir les simplifier afin de sortir un bon output de la part du LLM. Donc, non, je vais profiter un petit peu de ce slide pour un petit peu parler de prompt engineering. Donc, le prompt engineering, c'est la capacité à bien instruire le LLM afin de ressortir des résultats à la hauteur de nos attentes. Alors, quand on parle de prompt engineering, généralement, c'est pour les développeurs. Donc, les développeurs qui vont travailler sur des SaaS basés sur l'IA. Donc, ils vont devoir vraiment travailler sur les détails les plus pointus de leurs prompts ou bien de leurs instructions afin de sortir des résultats consistants, on va dire, pour éviter les hallucinations et ce genre de choses. Mais ce terme s'applique aussi à l'usage qu'on fait de l'IA, donc en tant que, on va dire, data citizens, en tant que professionnels qui essayent d'être plus productifs grâce à l'IA. Donc, généralement, le conseil, c'est vraiment de toujours partager le contexte avec le LLM, de partager un petit peu la tâche. Donc, qu'est-ce qu'on veut à travers cette instruction, les données d'entrée et le format de sortie qu'on a appelé ici output. Un petit exemple. Enfin, avant de parler des exemples, en fait, ici, on a les différents styles de prompting. Il y en a plus que ça, mais ces trois-là, ils sont assez, on va dire, répandus. Il y a le role prompting, le prompting inversé et le format structuré. Par exemple, le format structuré, ça me permet de demander à ChatGPT de me générer un fichier Excel avec différentes colonnes par rapport à une recherche que j'ai bien envie de faire. Ou bien, il peut me générer tout simplement un code source Python que je peux essayer sur Replit. Bref, vous avez compris un petit peu le principe. Mais le role prompting, il est très, très important parce que ça permet de mettre le LLM dans les conditions d'un rôle bien précis et d'avoir des réponses qui sont semblables à celles d'un médecin, d'un ingénieur informatique, d'un spécialiste sur le PMP. Donc, ce ne sera pas les réponses d'un généraliste. Donc, vraiment, je vous conseille d'utiliser le role prompting. Un petit exemple, donc pour clôturer un petit peu cette parenthèse. Dans cet exemple, on a demandé à ChatGPT d'assigner un sentiment au texte entre parenthèses. On a donné ici le format de l'output qui est désiré. On a donné l'input à ChatGPT et puis la tâche. Donc, voilà, donc ça c'est pour le prompt engineering. OK. Dans le cadre de ce webinaire, et un grand merci à Seth Ziedi, donc, qui a contribué à ce travail. Donc, il nous a concocté plus d'une cinquantaine de prompts qui sont adressés aux spécialistes des ressources humaines. Et on va demander à Si Ahmed qu'est-ce qu'il pense de chaque prompt. On commence à Si Ahmed. Vas-y, lance. OK. C'est là. Premier prompt. Je lis ou là, je vous laisse, ou là, je te laisse dire. Vas-y. OK. Là, le premier prompt, c'est par rapport au streamlining des opérations HR. Ici, on parle de workflow des ressources humaines et en l'occurrence d'automatisation de tâches RH routinières.
on demande ici à ChatGPT de développer un workflow, un workflow automatisé, un workflow automation script. Donc, un script d'automatisation de workflow pour processer les demandes de départ des employés, leave requests, en incluant la hiérarchie d'approbation et les notification triggers. OK? Ensure the process is efficient. Donc, on demande à ChatGPT de s'assurer que le processus est bien efficace et facile à utiliser, user-friendly. Et comme vous allez le remarquer, act as an HR director pour mettre le LLM dans les conditions d'un directeur RH. Un petit commentaire peut-être, Ahmed? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est des choses que vous ne pouvez même pas soupçonner, qui ont une certaine complexité et qui font appel à plusieurs personnes pour pouvoir s'assurer que les choses fonctionnent. Aujourd'hui, avec un seul prompt, on peut déjà sortir avec des propositions très intéressantes. Bien sûr, ça demande toujours un travail de fiabilisation et d'itération pour pouvoir sortir avec quelque chose de correct. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir une proposition de ChatGPT en termes d'automatisation de demandes bon, je pense que ça, c'est les demandes de congé, en impliquant l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce processus, notamment l'hiérarchie, la RH, et en essayant d'avoir le processus le plus fluide possible. Voilà un peu Exactement. Alors, on va passer à un deuxième. En fait, on vous a concocté 4, donc dans le cadre de la présentation, mais vous pourrez consulter plus d'une cinquantaine. Donc, on va vous donner le lien par la suite. Deuxième use case. Alors, AI pour le management de la performance. Ici, c'est pour le tracking des objectifs personnalisés. On demande ici à ChatGPT de nous créer voilà, une configuration d'objectifs, la Goal Setting Framework, un framework d'objectifs SMART. Donc, j'imagine que SMART, ça signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc, il s'aligne avec les aspirations de carrière et les objectifs de département. Incluez donc des milestones ou bien des jalons et des métriques de succès pour s'assurer que chaque objectif, voilà, donc j'ai tout simplement décrit un traduit. Là, j'ai pas fini avec. Donc on va laisser Ahmed donner un commentaire sur ce prompt peut-être. Alors, pour vous dire, c'est un prompt que j'ai utilisé plusieurs fois, sous plusieurs formes, mais ça, c'est le prompt de base. Et c'est un élément très intéressant dont je parlais tout à l'heure, c'est utiliser un peu la capacité de ChatGPT ou un autre outil de pouvoir donner des choses structurées. En termes de, quand on parle de smart, généralement, dès qu'on la met à la disposition de ressources, il y a des fois des déperditions en termes de compréhension. ChatGPT, il s'assure que le format, il est vraiment précis. Il s'assure aussi du matching entre les aspirations de carrière et les objectifs de la direction d'appartenance. Il propose aussi des métriques en termes de KPI très structurées et il va jusqu'aux formules. Il propose les formules pour obtenir les résultats. Donc, on peut aller vraiment très loin dans ce sujet. Moi, je l'ai utilisé aussi dans la construction des fiches de poste, parce que quand on parle de fiches de poste, on parle aussi de missions et d'activités, et puis d'indicateurs de performance pour la réalisation du poste, au-delà des objectifs, mais vraiment pour le poste lui-même, quand il s'agit d'un poste important dans l'entreprise. Et on fait appel à ChatGPT pour structurer la mission du poste, les finalités du poste, et chaque finalité, on lui adresse des indicateurs de performance. Et il est capable d'analyser chaque activité. Bien sûr, il y a aussi un challenge où des fois, il s'assure que l'activité, elle est c'est une activité sur laquelle on peut bâtir des objectifs et des indicateurs de performance. Parce qu'on voit très souvent dans des fiches de poste, malheureusement, des activités qui sont presque bateaux. Et comme il n'y a pas un outil pour s'assurer de la cohérence et de la pertinence de l'activité, généralement, tout ce qui suit après, c'est pas très significatif. Aussi bien les objectifs que les indicateurs de performance. Donc, voilà un peu l'idée. Donc, en fait, c'est des promptings qu'on peut utiliser aussi dans plusieurs dimensions.
Exactement. Donc là, je pense que vous avez compris qu'il y a autant de prompts possibles que votre imagination le permet dans les différents départements ou bien dans les différents modules, dans les différentes fonctions des ressources humaines. Et pour également stimuler votre créativité, nous vous avons concocté une sélection d'une centaine de prompts donc pour les ressources humaines. Je vais prendre peut-être une petite minute de pause pour vous laisser scanner ce QR code. Et je rappelle, pour les plus paresseux d'entre vous, vous allez recevoir le lien donc, qui donne accès à ces prompts en début de semaine prochaine. OK. Je pense que je vais passer au slide suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, Ahmed? On a des use cases HR. Je pense que c'est la partie la plus attendue par l'audience aujourd'hui. En tout cas, on l'espère. On l'espère effectivement. Donc, en fait, dans le cadre... Alors, je pense qu'il y a un petit peu de bruit. Je vais laisser un petit peu... Voilà. Se calmer. C'est très bien. Donc là, on vous a sélectionné des use cases que vous pourrez explorer vous-même si vous manipulez quelques outils de no-code comme Zapier ou bien comme Make.com, qui sont des outils assez réputés. Et ce n'est pas des outils pour les informaticiens ni pour les ingénieurs. Ce sont des outils pour tout le monde. Donc, toutes les personnes qui veulent se mettre à automatiser des fonctions routinières au sein de leur entreprise ou bien qui veulent juste tout simplement explorer le potentiel des workflows automatisés. Vous pouvez utiliser Zapier. Premier use case, c'est le labelling des CV. Je pense, quand on est une entreprise et on a un email spécialisé pour les recrutements, par exemple hr@seniorlink.com, par exemple, on va recevoir des emails, d'accord, avec des pièces jointes, des candidats qui veulent travailler au sein de l'entreprise, qui veulent passer des stages. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on est en mesure de parser le contenu du CV pour catégoriser tout simplement la nature du candidat. Donc, soit c'est un profil pour le département RH, soit c'est un profil pour l'informatique, et ainsi de suite. Alors, je vais remercier Mohamed Haïdara, donc, qui est très fatigué, qui n'a pas pu assister avec nous aujourd'hui. Il s'est beaucoup donné pour nous aider à finaliser un petit peu cette présentation aujourd'hui. Il a travaillé sur ce use case. Donc, le principe est très, très simple. Donc, un email reçu dans l'inbox, on va le filtrer pour voir si le document il existe déjà dans la base de données. Et puis, on va utiliser Anthropic. Ici, c'est Claude, donc il va catégoriser l'email. Et finalement, on va trouver, je vais faire un petit zoom. Ici, vous avez marketing, informatique et DRH. En fonction du contenu du CV, le CV sera automatiquement uploadé sur le bon dossier, soit sur Google Drive, soit sur Dropbox, SharePoint. Bref, vous avez compris l'idée, ça permet tout simplement de catégoriser de manière automatique les CV entrants. Deuxième use case. Excuse-moi, Stihmed, je vais fermer la porte parce qu'il y a un petit peu de bruit à côté. Bien sûr. Alors, le scoring des CV. Alors, maintenant, je vais m'amuser à enlever l'animation pour qu'on voit ça très bien ensemble. Alors, un CV, quand il rentre dans notre Gmail, on va commencer par le catégoriser. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc, les 4 premières étapes. Donc, à partir de New Attachment jusqu'à Upload File, ça permet tout simplement de dire ce CV, c'est un HR, ce CV, c'est un informaticien, et de mettre ça dans le bon dossier. Après, ce qu'on peut faire grâce à Zapier et grâce à l'IA, c'est aussi entrer en détail et voir le contenu de ce CV, le transmettre. Donc, ici, il y a un bloc Code by Zapier. Donc, ça permet tout simplement d'analyser un petit peu quelles sont les demandes d'emploi qui sont en cours et de scorer un CV par rapport à la dernière demande d'emploi, grâce à cette étape-là, donc qui permet à Claudie d'analyser un petit peu le contenu du CV et de comparer les critères, les exigences du poste avec le contenu du CV. Donc, in fine, on va recevoir un score donc, sur un fichier Excel ou sur une base de données Airtable. Ici, on a mis ça sur Google Docs. Mais vous avez compris l'idée, grosso modo.
Aujourd'hui, on est capable de gagner beaucoup de temps dans le filtrage et dans le tri des CV. Pour aller plus loin, vous pouvez même imaginer une sorte de LLM local donc qui est connecté à votre CVTech. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle demande d'emploi, ben, à la place de chercher des nouveaux candidats, on va tout simplement puiser au sein de son vivier de CV, parce que chaque entreprise, j'imagine qu'elle dispose de centaines de CV qui sont entrants chaque année, ou bien de milliers, et puis ça permet de gagner du temps dans ce processus de recherche de talent. OK. Troisième use case. Et ce use case-là, il est vraiment très sympathique. Je remercie encore une fois Tarek et Mohamed Haïdara pour la réalisation de ce use case. Mais ici, c'est très très simple. On parlait tout à l'heure de culture d'entreprise, on parlait tout à l'heure de onboarding. N'est-ce pas, Ahmed? Alors aujourd'hui, grâce à Zapier et à HeyGen, ben, on est capable d'envoyer un remerciement personnalisé pour toutes les personnes qui vont rejoindre l'entreprise. Donc, il suffit juste de saisir le nouvel employé dans le système d'information RH pour que le système soit notifié donc de l'intégration d'un nouvel employé pour enclencher une automatisation qui est la suivante. Ben, dans ce cas, on ne parle pas de SIRH, on parle juste de Google Forms. On va tout simplement renseigner une ligne sur Google Forms pour demander à HeyGen de créer une vidéo template. Et ici, on va tout simplement générer le contenu du script donc, au niveau de HeyGen à partir du contenu qu'on a publié sur Google Forms. Donc, par exemple, si sur Google Forms, je vais mettre Ahmed, c'est le nom de l'employé, qu'il assure la fonction spécifique suivante, ben, au niveau de HeyGen, on va récolter cette information et HeyGen va générer un script qui sera envoyé sous la forme d'une vidéo sur Gmail. Donc, l'exemple, c'est le suivant. Donc, on s'est amusé à dupliquer Mohamed Najem. Donc, ici, comme vous remarquez, il suffit de renseigner le formulaire pour recevoir un email qui contient cette vidéo. Donc, je vous donne 5 secondes, un petit extrait rapidement. Donc, voilà, vous avez compris. Ça, c'est un onboarding personnalisé qu'on peut automatiser grâce à HeyGen, à Zapier et à Claude. D'autres use cases pour inspiration. Vous pouvez aujourd'hui mettre en œuvre grâce à des outils comme LLM Studio, moyennant un LLM local, donc une sorte de chatbot avec des données RH qui sont confidentielles, donc qui vont rester au niveau de votre serveur. Vous pouvez aussi imaginer des chatbots de support RH 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme mentionné lors du début de ce webinaire par Ahmed. Une petite idée un petit peu sur le local LLM avec Data RH. Donc, ça repose sur une technologie qui s'appelle le RAG. C'est très, très populaire, très répandu dans le domaine de l'IA. Et vous pouvez mettre ça en place assez facilement. OK. Autre use case qui a été préparé par l'un de nos collaborateurs, c'est un GPT au niveau de ChatGPT qui va tout simplement recommander des parcours professionnels selon les préférences, selon les intérêts et selon le profil des employés, des candidats. On peut utiliser ce GPT pour une orientation en interne au sein de l'entreprise comme un outil qui va permettre de générer des leads, donc des employés talentueux pour l'entreprise. Vous pouvez mettre en place une sorte de chatbot sur votre site web et commencer à collecter des CV intéressants grâce à ce type d'outil. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, je pense que Haïdara, il a ajouté des slides par rapport à ça, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'ai parlé tout à l'heure de contenu e-learning, de création de contenu e-learning, donc ce n'est pas la peine que je reparle de ce sujet. Encore une fois, l'un de nos clients, il nous a demandé qu'il avait un problème au niveau de sa marque employeur, qu'au niveau du RH, il y a plein de personnes qui publiaient des demandes d'emploi qui n'avaient pas de cohérence au niveau de la tonalité ou bien de la manière de communiquer sur les demandes, sur les besoins et sur les offres de l'entreprise. Donc, un GPT comme ça permet à tous les collaborateurs de sortir des demandes ou des offres d'emploi qui sont homogènes, qui sont cohérentes, et ça permet tout simplement de bien travailler sa marque employeur. OK, alors qu'est-ce qu'on a ici? Employee attrition, donc je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici, c'est un petit use case qu'on s'est amusé à faire dans le cadre de ce webinaire. On a créé une sorte de dataset, donc d'une base de données d'employés.
ici, vous remarquez qu'on a plusieurs départements différents. On a une idée sur la distance de la maison, sur le niveau de l'éducation, sur la spécialité, mais aussi sur la fidélité. Est-ce que cette personne, elle est restée dans l'entreprise ou bien est-ce qu'elle a quitté l'entreprise? Alors, je pense que le yes ici et le no, je pense que le yes, ça veut dire quitter. Et no, ça veut dire qu'il est resté. Alors, ici, grâce au machine learning, si on a un historique de données sur la base de nos employés qui sont restés ou bien qui sont partis, ben, on peut tout simplement entraîner un modèle qui va prédire qui sont les employés qui vont rester et qui sont les employés qui vont partir. Et vous pouvez vous amuser à faire ceci sur le net. Le use case, il est assez connu, il est assez classique. Ça s'appelle Employee Attrition. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Mais en tout cas, c'est un use case qui est très utilisé au niveau des entreprises qui valorisent la fidélisation de leurs employés. OK. Qu'est-ce qu'on a encore? Candidate Web Scrapping. Aujourd'hui, avec des outils comme Bardeen, donc il y a un scrapper qui va tout simplement collecter les informations du web, on est en mesure d'envoyer des emails personnalisés et de faire de la veille en temps réel sur les profils les plus attractifs de LinkedIn. Ceci est un petit workflow d'automatisation qu'on a utilisé au niveau de notre département commercial, sales, mais en même temps, c'est applicable aussi pour tout ce qui est ressources humaines, car LinkedIn, ça sert aussi bien pour le recrutement que pour la prospection. OK, donc d'autres idées, comme ici l'automatisation d'un podcast interne, et aussi une idée assez facile à mettre en œuvre, c'est aujourd'hui, si on fait des sondages, ben, on est en mesure de générer, grâce à l'IA, lorsqu'on aura collecté toutes ces informations-là, une sorte de rapport avec des insights sur le sondage, et ça nous permet vraiment de gagner beaucoup de temps. OK, donc avant de passer à la rubrique suivante, un petit commentaire peut-être, Ahmed, sur les use cases les plus intéressants, à votre avis? Moi, je pense que tout est intéressant, mais ça reprend un peu ce qu'on a dit au début concernant l'ensemble des modules et des processus RH. Donc, il y a tellement de choses à faire. Maintenant, il faut choisir ses batailles, comme on dit. Et aussi, parce que bon, moi, je te dis, parce qu'on n'a pas les mêmes parcours. Moi, je suis un client et je représente un niveau d'exigence des RH. Et toi, tu représentes un peu la communauté qui offre les outils et qui réfléchit avec ces métiers. Donc, c'est dans cette complémentarité qu'on se positionne. Et donc, des fois, la manière avec laquelle tu présentes les choses, c'est intéressant parce que ça donne l'impression, en même temps, c'est compliqué, mais en même temps, tu donnes l'impression que c'est facile. Alors, c'est là où je me mets à la place de nos amis, les RH, et c'est cette, comment on dit, cette barrière qu'il faut essayer de pouvoir dépasser. Donc, pour qu'on puisse parler le même langage et apprécier les choses avec le même niveau de complexité. Donc, c'est là où, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire comment on va y arriver. Donc, je vais dire un mot en arabe. Tout paraît facile, mais dès que tu veux mettre la main dessus, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que ça demande une préparation, ça demande une volonté, Absolument. ça demande une organisation. Bien sûr, on ne parle pas de construire des usines ni des pyramides, mais ça demande quand même un effort de positionner l'intelligence artificielle en tant que moyen aujourd'hui, comme à un certain moment, je vais revenir un peu en arrière, comme le téléphone il a pris position, comme le portable il a pris position, comme le net il a pris position. Donc il faut qu'on soit conscient que ce n'est pas un gadget, ce n'est pas un test qu'on va faire et qu'on va oublier, c'est une démarche qu'il faut mettre en place au sein de l'entreprise. Et que c'est une démarche qui est très, très importante, d'abord en termes de culture d'entreprise, c'est qu'on doit accepter que l'IA fait partie aujourd'hui de l'échiquier et comme la calculatrice, comme l'ordinateur, comme aujourd'hui, ça devient un outil, un moyen pour faire mieux et pour gagner en compétition. On n'a pas parlé d'un point important, c'est l'histoire de l'impact sur les métiers des RH.
avec l'IA. Je pense que ça, on a parlé des choses intéressantes, mais l'impact. Alors, moi, je ne suis pas partisan pour dire que l'IA va faire disparaître des métiers, mais l'IA va permettre à des gens de venir remplacer ceux qui sont là et qui ne se sont pas adaptés. Donc ça, c'est un élément important. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que ce sujet-là soit pris d'une manière stratégique et qu'il soit réfléchi à haut niveau. Bien sûr, à charge des départements d'apporter la preuve que c'est utile. C'est ce qu'on a essayé aujourd'hui de montrer. Mais il faut que ça soit structuré et qu'il rentre dans le mindset et dans l'organisation de l'entreprise. Pour que ça prenne forme et pour que ça grandisse. Et justement, donc c'est pour ça que je me suis attardé sur le slide suivant. Ici, on ne parle pas de CEO, on ne s'est pas trompé. On parle bel et bien de COE. Et ICOE, ça veut dire Center of Excellence. Alors, ce terme, il a été évoqué par des cabinets de conseil internationaux, je pense, si je ne me trompe, par McKinsey, par Gartner, par ce genre de cabinet. Donc, c'est une sorte de cellule interne au sein des entreprises qui se spécialise dans l'accompagnement de cette transformation et de cette augmentation vis-à-vis de l'IA. Donc, je vais laisser Ahmed peut-être parler de cette EICOE. Exact. Alors, en fait, dans n'importe quel, on va dire, projet de transformation, il y a, et pour que les choses marchent correctement et d'une manière durable, parce que c'est ça ce qui est important, alors durable et croissante. Donc, il faut toujours se poser des questions. Pourquoi on fait ça ? Et une fois on comprend le pourquoi, on essaie de réfléchir à comment structurer le comment. Donc, alors l'IA peut devenir un gadget et un sujet de discussion anecdotique dans toute l'entreprise, si on le prend d'une manière sauvage et anecdotique. Comme aujourd'hui, tout le monde utilise ChatGPT, tout le monde utilise, et tout le monde cache qu'il l'utilise, et on fait des copies, on fait des plagiats, et on peut passer des années comme ça. Maintenant, il y a un autre sujet, c'est que de dire, aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais là où ça me fait mal, j'ai un problème de productivité, j'ai un problème de rétention des talents, j'ai un problème de sureffectif, j'ai un problème de traiter des processus dans la douleur, parce que des fois, moi je vois très souvent, surtout dans le domaine administratif, les gens, ils sont contents de réaliser des choses, mais c'est toujours en termes statistiques. J'ai fait 30 dossiers, j'ai fait 50 dossiers, j'ai fait 40 dossiers, mais aucune valeur ajoutée. Même la personne, elle tourne en rond et elle ne sent pas qu'elle évolue dans le temps. Alors qu'aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler pour enlever ce côté un peu rébarbatif et récurrent et donner aussi aux gens le temps d'évoluer. Maintenant, pour le faire, c'est comme quand on veut structurer les choses, il faut quand même construire une structure, une gouvernance. Alors maintenant, il ne faut pas créer ce qu'on appelle des usines à gaz. C'est pour ça qu'il y a toute une démarche où déjà, elle s'appuie sur une démarche agile. Ça, c'est un élément très important. Elle a la capacité, cette structure ou cette cellule, comme l'a dit Youssef, parce que je préfère le mot cellule, parce qu'il ne fait pas peur. Et c'est une cellule qui peut se déplacer, qui peut bouger, qui peut faire des choses, qui peut s'interfacer avec tous les métiers. Parce qu'encore une fois, le centre d'excellence en intelligence artificielle, c'est un centre, ou une cellule, c'est transverse. Mais nous, en tout cas moi, ce que je recommanderais, c'est que ça prenne un peu son premier incubateur, ça peut être les RH. Pourquoi ? Parce que ça va donner des résultats et des choses qui sont impactantes et qui peuvent toucher l'ensemble des collaborateurs. Et à partir de là, ça va donner de l'appétit aux autres métiers. Mais je ne dis pas que c'est la seule solution. Maintenant, c'est ce qu'on recommande, parce que je pense qu'il y a d'autres structures qui partent sur des choses qui font le plus mal, peut-être la partie industrielle, la partie commerciale. Mais ce qu'on recommande, parce que quand on parle de l'RH, on va toucher d'une manière naturelle l'ensemble des collaborateurs. Et donc, là, on a ce côté, ce nouveau arrivé, ce nouveau-né, qui doit accompagner l'introduction de la culture d'intelligence artificielle dans l'entreprise
pour pouvoir capitaliser sur tout ce qui a été fait et aussi donner du sens à toute la feuille de route d'intelligence artificielle. Parce que si vous lancez toutes les initiatives, ben, à un certain moment, il y aura ce qu'on appelle la surchauffe, le surbooking, et finalement, on n'arrive pas à grand-chose. L'idée, c'est que cette entité permette de jouer le filtre, permette d'identifier les compétences, permette de mettre en place des processus agiles pour pouvoir réaliser l'introduction de l'IA d'une manière progressive dans l'entreprise. Voilà un petit peu, grosso modo, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Absolument, Si Ahmed. Donc, je vais juste ajouter que le centre d'excellence, l'idée, c'est vraiment d'avoir des ambassadeurs donc, au sein de l'entreprise, au sein des différents départements. Peut-être effectivement, le département des ressources humaines, c'est peut-être l'un des meilleurs use cases pour implémenter ce COI. Mais en général, on va essayer de ramener des ambassadeurs de chaque département, peut-être le marketing, peut-être les RH, peut-être l'opération, et de centraliser un certain savoir-faire de gestion de projet IA en interne. Donc déjà, dans un premier temps, pour la productivité des collaborateurs, ça c'est le premier niveau d'impact qu'on peut constater au niveau de l'IA. Donc aujourd'hui, le centre d'excellence, ça permet effectivement d'augmenter les collaborateurs par discipline et surtout de centraliser le suivi des chantiers IA qui sont liés directement avec les objectifs Key Results de l'entreprise. Donc vraiment, c'est un chantier qui est stratégique et l'idée au niveau du COI, c'est d'avoir une équipe cross-fonctionnelle et qui va gérer justement ces transformations de manière agile. Donc peut-être que je vais parler un petit peu de l'enchaînement qui est généralement effectué pour mettre en œuvre cette COI. Ben, ça commence tout simplement par définir la vision AI de l'entreprise, donc tout simplement définir des objectifs clairs et des OKR pour guider la transformation. Ensuite, il s'agit d'effectuer une sorte d'évaluation de la maturité IA de l'entreprise, si l'entreprise a déjà une politique de gouvernance de données, s'il a une expérience avec l'IA, ou bien est-ce qu'on parle d'une entreprise qui n'a aucun historique au niveau de l'IA. L'idée ensuite, c'est de designer une sorte de modèle opératoire, donc pour le COI, de passer à l'amélioration des skills en interne de l'IA et d'initier une sorte de lighthouse. Et qu'est-ce qu'on entend par le lighthouse? C'est une sorte d'étape dans le COI qui consiste à sortir les premiers prototypes, les premiers POC qui démontrent un certain succès. Et sur la base de ce lighthouse, on pourra parler de passage à l'échelle ou bien de scaling dans la dernière phase qui est ici rollout de AI transformation. OK. Ben, qu'est-ce qu'on va ajouter d'autre? Je ne vais pas parler du framework Future. Je vais tout simplement ouvrir la parenthèse sur la masterclass RH donc, que nous sommes en train de vous préparer. Donc, la date, c'est le 12 octobre au Royal Mansour. Je vais peut-être céder la parole à Si Ahmed après 10 secondes, juste pour vous dire l'essentiel de mon côté. Dans cette masterclass, on va faire en sorte de visiter ou bien de vivre l'histoire de la Banque des Jeunes. On a créé une entité qui s'appelle la BDG et qui est en train de conduire sa transformation RH et de la renforcer, cette transformation, en incluant un volet AI qui est très important. On va conduire cette transformation sous la forme d'un storytelling, donc qu'on va mener avec du prompt engineering, des outils de workflow automation et des use cases qu'on va appliquer en temps réel avec vous. Et je vais laisser Ahmed parler des autres modules qu'on va aborder au sein de cette masterclass. Allez, Ahmed. Donc voilà, comme a dit Youssef, alors masterclass, ça annonce son nom, c'est que on va rentrer un peu en profondeur sur plusieurs sujets. Donc tous les points qu'on a abordés aujourd'hui, d'une manière un peu bien sûr light, parce que c'est un webinaire, donc on ne voulait pas, d'ailleurs même le temps imparti ne le permettait pas, et on voulait essayer de vous montrer un peu le maximum. Mais dans la masterclass, on va essayer déjà de créer en fait, c'est un espace collaboratif avec des experts qui vont intervenir, aussi bien sur la théorie et sur les concepts RH, et surtout comment on peut donner du sens en termes d'application avec votre participation. Donc, ça sera formation-action sur des sujets qui nous semblent importants. Donc, de toute façon, on va interagir avec les futurs participants d'ici là pour pouvoir aussi compléter
et focaliser sur les sujets qui vous semblent les plus importants dans cette masterclass. Voilà. Et ça va Effectivement, toucher un peu aussi bien le domaine opérationnel que les domaines stratégiques de la RH. je vais étayer, Si Ahmed, donc les différents modules de la formation. Donc, on va visiter les fondations et les fondamentaux de l'IA. On va également vous faire une sorte d'étude de l'art, donc l'étude de marché, donc les usages de l'IA dans le domaine des ressources humaines. Donc, à commencer par l'historique de l'IA en RH, l'impact de l'IA sur le marché de travail, l'organigramme augmenté par l'IA, les tendances du marché et insights. On va vous introduire à une boîte d'outils à outils, donc IA pour RH, que vous soyez habitué à la technologie ou pas. Ben, vous ne serez vraiment pas impressionné parce qu'on vous a concocté une manière de faire qui est assez simple, que vous pourrez prendre en main au sein de la masterclass. Également, vous aurez l'occasion de réaliser avec nous quelques use cases RH dans certains que nous vous avons abordés aujourd'hui. L'idée vraiment, c'est de vous outiller afin de conduire une transformation RH réussie grâce à l'IA durant cette masterclass. Donc, nous allons vous envoyer plus d'informations concernant cette masterclass. Vous avez plusieurs formateurs avec vous, donc Si Ahmed Chtoui, moi-même, Si Mohamed Najem et Saad Ziadi. Vous aurez plein d'informations sur ce programme dans les jours qui viennent. Donc, puisque vous avez assisté avec nous à ce webinaire, vous aurez droit à toutes les informations regardant cette masterclass donc dans nos emails qui vont arriver à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, Si Ahmed, je pense que notre webinaire touche à sa fin. Peut-être qu'on va dédier ces 15 minutes qui restent peut-être à des questions-réponses. Je ne sais pas si on a des questions. Alors, j'ai vu quelques commentaires. Alors, je vais arrêter déjà le partage de l'écran. Stop screen. Exact. Alors, Zahra, on est passé du paper-based à la digitalisation, puis au cloud. On va finir par y arriver, on n'a plus le choix. Ok, ben, ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. Thank you so much. D'accord. Oui, voilà, donc on partage tout à fait cette remarque de la part de Fatem Zahra Darawi. Bon, apparemment, les gens sont contents de ce webinaire, mais on n'a pas énormément de questions. Donc, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, nous, on aimerait bien interagir avec vous durant les minutes qui restent. Voilà, sinon... Ça va nous permettre de sentir un peu la température et voir un petit peu s'il y a des choses intéressantes et peut-être que vous avez besoin d'éclaircissement ou certaines complémentarités. Donc, Et même si vous êtes paresseux de poser la question maintenant, n'hésitez pas à la poser plus tard donc sur la page Futurate. On se fera un plaisir d'y répondre à nos Ahmed. Voilà, donc moi je pense, Ahmed, on n'a pas des questions. Moi franchement, je suis très très motivé à l'idée de travailler avec Ahmed. Franchement, on a eu la chance de se voir les dernières semaines et on pense tenir un truc qui est très intéressant. Tout à l'heure, on a parlé de la vision de la transformation RH dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on va visualiser justement ce département RH idéal, donc qui va savoir bien se marier à l'ère de l'IA, à l'ère de la data, et tout en gardant cette touche humaine, cette touche de customisation, voilà, ce genre de choses. Donc l'idée, c'est vraiment, on est en train d'imaginer le fonctionnement idéal. Et à partir de là, construire une sorte d'approche, de démarche qui permet de conduire une transformation d'un point A à un point B. Et moi, je sais très bien que Ahmed, c'est un grand passionné de changement. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a nommé sa boîte de Change Factory, si je me rappelle. Et voilà, j'aimerais bien, Ahmed, que voilà, faites les minutes qui restent peut-être. Donc, tu partages avec nous justement ce modèle donc de département RH, on va dire, ديال. En fait, moi je pense que quand on dit dialogue, c'est une façon de dire aujourd'hui il faut s'adapter, mais il ne faut pas oublier que la direction des ressources humaines, c'est un peu déjà que tu l'as dit, le côté humain, c'est très important. Le reste n'est que outils et moyens. Et donc, tout ce qui doit être mis à la disposition de la RH doit contribuer à rendre encore plus humain la direction des ressources humaines. Et moi, ça, j'y crois énormément. C'est pour ça que j'essaie toujours d'éviter de tomber dans le jeu de collectionner les outils. C'est beaucoup plus quel est le meilleur outil, à quel moment et pour quel usage
l'utiliser pour le RH et ne pas déshumaniser les RH pour ce sujet-là. Alors, une direction de ressources humaines, au-delà du côté administratif et suivi et gardien du temple de tout ce qui est processus et règles, elle a un rôle très important en termes d'animateur et on va dire, de créateur de bien-être dans l'entreprise. Alors, il faut faire attention parce que quand on parle de bien-être, des fois, c'est assez trompeur. C'est comme on a l'impression de dire que les gens vont venir, ils vont trouver des jardins, ils vont se balader, ils vont bosser. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on arrive dans l'entreprise, on doit travailler un peu, mais on doit travailler dans de meilleures conditions. Donc, travailler dans les meilleures conditions, c'est pas. Aujourd'hui, on n'est pas dans les murs de l'entreprise, très souvent. On est nomade, on est chez soi. Et donc, c'est de faire partie aujourd'hui d'une communauté. Une entreprise, c'est une communauté, c'est une famille. Et aujourd'hui, la communauté, comme on le voit aujourd'hui dans les réseaux et tout ça, je crois que malheureusement, on voit des gens qui font partie beaucoup plus de communautés que leur famille. Donc, il faut jouer avec cet état d'esprit qui s'impose et le rendre le plus positif. Un collaborateur, il doit faire partie d'une communauté. Mais cette communauté doit être alimentée par des valeurs et la plus large possible. Elle doit être alimentée aussi par des modèles qui sont incarnés par le leadership, par le top management, et aussi prendre le collaborateur comme un tout. Parce qu'un collaborateur, c'est des compétences, c'est un projet, c'est des envies, c'est une vie sociale qui peut être très importante pour enrichir aussi la vie de l'entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de bien-être, c'est les réseaux d'entreprise, c'est le partage du vécu. Et donc, moi, je vous donne un exemple très simple. Quand je travaillais dans l'entreprise, j'ai découvert que les gens, ils s'exposaient, ils s'exprimaient sur ce qu'ils faisaient beaucoup plus sur LinkedIn qu'au sein de l'entreprise. Et donc, moi, pour découvrir ce que fait un collaborateur, je vais aller sur LinkedIn. Vous voyez un petit peu, ça c'est le. Donc, aujourd'hui, c'est une invitation aux RH et aux collaborateurs. Si on fait partie d'une communauté, c'est d'au moins savoir qui on est et qui on rencontre. Donc, il y a des gens qui font de l'associatif, qui ont des hobbies, des artistes, mais personne ne le sait au sein de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas créé l'espace pour pouvoir le faire. Moi, je donne juste un exemple. Très bon point. Il ne nous reste pas beaucoup de temps et on a quelques questions. Donc, j'aimerais bien, dans la mesure du possible, qu'on puisse y répondre. On a 3 questions. Bien sûr. Il nous reste 10 minutes. Donc, on va partir sur 2 minutes par question. Alors, première question, Yassine Mohsin. Salut Yassine, ça fait longtemps, ça fait plaisir de te voir parmi nous. Alors, une entreprise qui souhaite déployer l'IA en interne, a-t-elle besoin nécessairement d'une infrastructure cloud pour le faire efficacement ? À vous la parole, c'est Ahmed. 2 minutes. Tu es mieux placé que moi, mais je vais répondre quand même. Moi, je pense que c'est important parce que malheureusement, on ne peut pas tout avoir chez soi. Et aujourd'hui, je pense que le service cloud, les services d'hébergement et ce qui est offert au niveau du cloud, ils sont arrivés à un niveau de sécurité, à un niveau d'expertise. Et le côté contractuel aujourd'hui nous permet de pouvoir s'assurer que tout ce qu'on externalise, il est mis entre de bonnes mains. Aujourd'hui même, l'offre nationale, elle est devenue intéressante. Donc, si on a aussi le souci du réglementaire, CMDP et tout ça, ça peut se faire. Mais je pense que c'est important parce que l'esprit propriétaire, aujourd'hui, je pense qu'il est un petit peu dépassé, sauf quand on veut faire des sauvegardes, du backup, il faut avoir du propriétaire. Mais le cloud, ça permet quand même l'accès à distance de aussi bien pour ceux qui sont en interne que pour les visiteurs. Voilà. Je vais juste ajouter que personnellement, nous, on utilise pas mal de services IA. Si on travaille au niveau d'Amazon, OpenAI, on sait très bien qu'il y a des politiques de confidentialité qui sont reconnues au niveau international. Donc, normalement, ce sont des choses qui sont légiférées, donc qui sont cadrées. Par contre, on rencontre de nombreuses entreprises, donc dans le cadre de leur transformation, qui sont, on va dire, hésitantes, donc vis-à-vis de mettre leurs informations un petit peu dans le cloud, et donc qui ne sont pas menées. Donc, on a vu ça quelquefois, à mettre en œuvre en fait des infrastructures internes
de GPU pour la puissance de calcul. Donc, afin justement d'entraîner leur modèle de machine learning en local, ici au Maroc. Et je peux vous dire, de ma for sure, je ne pense pas qu'aucune banque ne va laisser ces informations transiter, même si, voilà, on va parler de confidentialité, ce genre de choses. Donc, vraiment, il y a un marché pour tout. Donc, il y a les gens qui ne vont pas en faire trop par rapport à la confidentialité de leurs données parce qu'ils vont faire confiance donc, à Amazon, AWS ou là, les différents services. Et d'autre part, on ne peut pas faire confiance parce qu'on n'est pas forcément au courant de ce qui se fait derrière, behind the scenes. Alors, une dernière question peut-être, donc c'est Oumeima Ramzouri. Alors, pensez-vous que l'IA pourra impacter négativement sur le volet RH dans les organisations? Moi, je pense d'abord, Ahmed, cette question est pour vous. Voilà, je vais la mettre sur l'écran. Donc, dernière question. On prend 2 minutes pour y répondre. Je vais essayer de. Moi, je pense que non, non. Maintenant, encore une fois, tous les outils sont toujours à double tranchant, à condition de savoir les utiliser. Donc, tout à l'heure, je parlais d'éthique, je parlais de maîtrise, et encore une fois, il y a la culture et il y a aussi la gouvernance de l'IA qui permet d'impacter positivement le volet RH et encore plus toute l'entreprise. Mais encore une fois, c'est la volonté et c'est la manière avec laquelle on s'y prend. Mais malheureusement, même certaines choses, vous savez que même quand l'eau, c'est quelque chose de naturel, on est issu de l'eau. Mais si on boit beaucoup d'eau, il peut nous tuer. Effectivement. Il y a le supplice de l'eau. Hein. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'IA, c'est comme Excel, mais d'une manière un peu plus large. Excel, quand il est rentré dans l'entreprise, c'était l'aubaine. Mais malheureusement aussi, il est dangereux parce que si on veut remplacer IT par l'Excel, ben, vous voyez un peu ce qui se passe dans les entreprises. C'est les erreurs, c'est les fichiers qui sont erronés, c'est l'historique qui se perd. Mais ça reste un outil quand on l'utilise d'une manière individuelle. Un bon outil. Ce n'est pas un système d'information. Apparemment, on a même d'autres questions, mais malheureusement, notre webinaire touche à sa fin. Donc, on aurait aimé répondre à toutes les questions parce que ce fut un moment vraiment très, très, très agréable qu'on a partagé avec vous, Sih Ahmed. Voilà, donc peut-être un dernier mot, Sih Ahmed. À très bientôt. Hein, et j'espère qu'on vous a donné un peu l'envie, mais l'envie rationnelle. C'est ça. Ben, je vais ajouter aussi que, comme quoi on est des passionnés, donc on aime conduire des expériences parce que là, le monde, donc aujourd'hui, il est en train d'expérimenter. Il n'y a personne qui va se prétendre expert de l'IA dans un domaine particulier, spécifique, parce que voilà, aujourd'hui, l'adoption à haute échelle, elle est en train de se faire. Donc nous, ce qu'on essaie de faire vraiment, c'est de créer une communauté de passionnés, de personnes qui vont expérimenter pour profiter les uns des autres, donc en mode peer learning. Et on espère vraiment vous voir parmi nous dans les prochains événements. Et sur ce, ben, je vais vous dire, voilà, à très très bientôt, Inch'Allah. Et merci beaucoup pour votre présence. Au revoir. Salam alaikum. Très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Salam. Salam alaikum. Merci, Youssef. Bye bye. Merci.